Bonjour à toutes et tous, Franck Lebrun avec vous pour une nouvelle masterclass 3IS sur le campus de Lyon, dont le thème est aujourd'hui du studio au live, l'art de la tournée en direct sur Twitch et sur 3IS Radio Campus. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir un grand nom du son live aujourd'hui. C'est Bruno Vérissal que je vous demande d'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît. Bonjour Bruno. Bonjour, bonsoir. Enfin, on est entre les deux. Je vous en prie, je t'en prie. On va se tutoyer, on va Ah oui, s'asseoir. direct. Alors, c'est un vrai plaisir de t'accueillir, Bruno, donc pour cette masterclass sur 3IS. Je vais faire une légère bio, puisque on a un Lyonnais, donc ça fait plaisir. Tu es du 24 juillet 1970, ce qui fait de toi un certain âge, et tu as plongé très tôt dans le monde du son, dès 1986, en fait, en rejoignant la boîte à son, cette société totalement mythique sur la région lyonnaise, où beaucoup d'ingénieurs du son ont commencé, ont démarré. Alors là-bas, la boîte à son, tu as exploré tous les aspects du métier, de stagiaire à régisseur son, sur des projets aussi variés que des concerts, du théâtre ou des événements culturels, donc le commencement, tout simplement. Et puis, on te connaît aussi, et surtout pour ta longue collaboration avec le festival Jazz à Vienne, où tu as été régisseur façade pendant plus de 10 ans. Et puis, depuis 1995, ben, ton parcours t'a mené sur les plus grandes scènes francophones en tant que mixeur façade, FOH, pour des artistes majeurs comme Pascal Obispo, NTM, Calogero ou encore Indochine. Mais tu as aussi participé à des comédies musicales emblématiques comme Starmania ou Robin des Bois. Enfin, ton expertise, ton exigence technique et ta sensibilité artistique font de toi une référence dans le domaine du son live. Et c'est donc une chance pour nos futurs ingénieurs du son aujourd'hui chez 3IS de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Et donc, merci d'être parmi nous et bienvenue. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. On va commencer, Bruno, avec la vision artistique versus la réalité technique. Le chef d'orchestre sonore, première question. Quelles sont les différences entre le travail de l'ingénieur du son studio et celui du live? Alors, il y en a plusieurs. Moi, c'est celle que je relève en premier. Déjà, donc, dans le studio, on a le preneur de son, enfin, le preneur de son et le mixeur, celui qui enregistre, qui sont des fois deux personnes différentes. Donc, dans un studio, quand on fait des prises de son, on a la possibilité de refaire, d'essayer des micros, de refaire la prise, de faire ce qu'on veut. En live, une fois qu'on a décidé le micro, qu'on l'a positionné, qu'on est en concert, ça c'est terminé. Et donc c'est du live, on n'a plus le droit à faire d'erreurs ou à faire quoi que ce soit. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que vous êtes en studio, on appelle ça, moi j'appelle ça, on fait un mix à l'aveugle. C'est-à-dire que vous avez un studio, vous mettez la guitare où vous voulez, à gauche, à droite, la batterie, vous la configurez comme vous voulez, vous mettez le cuivre où vous voulez, vous n'avez pas de visuel. Donc vous faites comme vous voulez. En live, la première des choses, c'est de respecter le visuel. Et je dis souvent, le son, c'est les yeux en live. Parce que quand vous regardez une scène et que votre guitariste il est à jardin, donc à gauche, si vous mettez son son à droite, bon bah votre cerveau déjà il va et le cerveau du public aussi. Et si vous mélangez toutes ces sources dans des endroits différents par rapport au visuel, votre mix il va être pas très cohérent et va être difficile à entendre et à comprendre. Alors que si naturellement, et vous les premiers quand vous allez voir un concert, quand vous regardez un guitariste, vous avez envie de l'entendre d'où vous le voyez en fait. Donc ça c'est une chose. Les grosses différences c'est que quand vous êtes dans un studio, vous avez vos écoutes, tous les jours vous arrivez, c'est la même. Vous êtes en live. Alors si vous êtes sur des grosses tournées, vous avez votre système, mais quand même il change d'endroit, il n'est pas exactement implanté au même endroit. Et quand vous êtes accueilli tous les jours dans des théâtres, tous les jours votre système il change. Donc il y a la partie mix, il y a la partie calage de système et connaître les systèmes parce que ça en fait partie et c'est hyper important parce que si le système n'est pas calé, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre mix. Dans plein d'endroits, ça sera le son sera différent et ça c'est pas très bon. Et il y a l'acoustique. Vous allez dans un studio, bah, tous les jours c'est la même acoustique. Vous allez, enfin, j'imagine que vous savez déjà que dans chaque salle, grosse, petite, tous les jours, c'est une acoustique différente, donc il faut prendre en compte ça, bien évidemment, vous le savez, mais je vous le redis parce que c'est vraiment des choses, mais c'est primordial. Et puis, surtout, faut faire avec, en fait. Alors, on va parler de la tournée, en fait de l'avant-tournée. En tant qu'ingénieur du son, comment est-ce que tu imagines le son live, mais plutôt en termes d'émotion, d'ambiance, d'immersion, comment ça se passe? Alors, d'immersion,
ou de compréhension, on va parler de culture musicale qui est, j'imagine qu'on vous le dit, mais qu'on vous le rabâche, mais je vous le rabâche aussi parce que la culture musicale d'un ingénieur du son, c'est hyper important. Mais on a beau aimer le rap et même si dans sa vie on veut faire que du rap ou que ça, même si on fait que du rap, il y aura toujours des influences d'autres choses. Donc donc la culture musicale fait que c'est hyper important de pouvoir discuter avec les gens de toutes les musiques. Des artistes que je travaille depuis 30 ans, j'ai pas besoin de me mettre en immersion dans ce qu'ils font parce que je les connais depuis 30 ans. Mais si demain on me présente un artiste que je connais pas, et effectivement, pour me mettre en immersion, je vais écouter tous ses albums live toutes les interviews qu'il a fait sur la musique. En fait, je vais essayer de m'imprégner de sa culture à lui, de sa culture musicale, de comment il construit les choses et en savoir le maximum de manière que quand je suis avec lui, je puisse parler le même langage. Je sais déjà ce qu'il a fait, où est-ce qu'il va, ou ce qu'il aimerait. Et effectivement, c'est déjà de se créer une idée de où est-ce qu'on va. Mais après, on en parlera et on verra même si on écoute que les versions album, c'est une base, mais souvent le live, et heureusement, fait que est toujours bien différent du live, et c'est ce qui fait la richesse du live, en fait. C'est différent de l'album, pardon. Alors justement, sur la culture musicale, parce que c'est ce qu'on dit souvent à nos étudiants quand ils rentrent en études de son, on leur dit attention, la culture musicale, c'est très très important. Souvent, ils ont une quarantaine d'années en stock, ils ont une vingtaine d'années à eux, une vingtaine d'années de leurs parents. Et puis après, c'est un peu plus lointain, un peu plus vaste, parce qu'effectivement, il faut quand même quelques clés, mais simplement, peut-être leur expliquer qu'en vérité, c'est ce qui donne la confiance à l'artiste. C'est-à-dire qu'ici, sans qu'on parle le même langage, déjà, on ne parle pas sur la même chose, en fait. Exactement, et de toute façon, on verra aussi l'histoire de confiance, sans parler de technique et tout, la confiance, le dialogue avec l'artiste, le directeur musicaux ou les gens. Vous les mettez en confiance quand vous avez le même discours qu'eux et que vous les comprenez quand ils vous parlent, quand ils vous donnent des références de chansons. Souvent, ça parle souvent en référence. Tiens, je veux un truc à la New Order de machin. Et donc, effectivement, après, c'est aussi quelque chose de personnel et d'enrichissant. Moi, j'ai toujours écouté plein de musique parce que j'avais envie de connaître plein d'instruments, de savoir comment ça sonne, quelles sont les cultures musicales, comment on peut mixer, comment on peut avoir des choses différentes que ça vienne du Maroc ou du Brésil ou de ce que vous voulez, et de mélanger, parce que des fois on mélange des cultures. Des fois on va faire un truc pop, puis il va y avoir un truc oriental, un instrument que vous connaissez pas. Et ben le but c'est de le connaître avant et d'écouter de la musique. Alors c'est des fois des choses qu'on n'aime pas, mais c'est pas grave. C'est juste se dire, le son, enfin votre boulot c'est aussi un travail. Donc le travail c'est pas que du loisir. On pourrait croire que dans le spectacle c'est que du loisir, mais non, c'est aussi un vrai travail et un vrai travail de recherche personnel et sur le son et sur la culture musicale. On va parler maintenant d'exemples en fait, de conflits et d'équilibre entre intention et faisabilité. On va parler de diplomatie aussi, hein, parce que ça, c'est quelque chose. Alors c'est le mot maître. C'est le mot maître, la diplomatie. Et donc, des autres intervenants de tournée, avec peut-être quelques exemples, si tu veux bien. Oui, alors après vous êtes effectivement la diplomatie, le discours, de toute façon vous entendrez des choses sur ça, parce que des conflits, comme dans tous les métiers, il y en a. Mais quand on dit conflit, c'est pas la guerre, hein. C'est des tensions euh, entre un directeur artistique, un artiste et moi ou d'autres gens. Et ça, faut savoir le gérer et il faut savoir le comprendre aussi, parce que le métier d'ingénieur du son, au bout du bout, plein de gens vont donner leur avis, alors à juste titre ou pas, mais à un moment il va falloir écouter ou pas, parce que forcément vous êtes là pour retranscrire ce que vous avez. Je vous donne un exemple, dans des répétitions, on arrive les premiers jours et on part sur un style musical et on commence le premier jour et on s'aperçoit, ou je m'aperçois que par exemple le batteur a choisi une batterie plutôt jazz parce que c'est ce qu'on lui demandait, mais qu'au bout d'une journée on s'aperçoit que l'artiste en fait c'était jazz mais plutôt funk. Donc la batterie qu'il a choisie, ou là, par exemple, la grosse caisse, c'était une grosse caisse de vin, n'allait pas le faire parce que c'est pas ce qu'on recherchait. Donc la diplomatie fait que faut qu'on aille voir le batteur, le directeur musical, et lui dire, ben, leur faire comprendre que bah, là, en gros, ça va pas matcher. Donc faut qu'on change la grosse caisse, faut qu'on change la peau des tomes parce que c'était des peaux très résonantes, jazz, et en fait on voulait un juste milieu entre du rock, de la pop, et donc c'était trop sonore. Donc on fait changer les peaux, mais ça fait partie aussi du métier. Donc, alors c'est des conflits, mais c'est des choses qu'il faut savoir faire avec les musiciens, savoir dire, et, euh, et donc voilà quoi.
Alors, Bruno Viricel, on va parler maintenant de la construction d'une identité sonore de la tournée. Alors ça, c'est très très important, et notamment des choix esthétiques. C'est-à-dire qu'en fait, on part toujours évidemment d'une version d'album, et il y a cette version de l'album, qui parfois est très connue, euh, versus la relecture scénique. Voilà, et ça, c'est quelque chose de fondamental pour tout le monde, en fait, hein, Alors, côté artiste et côté alors public. pour tout le monde, c'est ce qui fait la richesse du live, parce que quand on vous appelle et que on vous donne un artiste, vous allez écouter l'album, donc un certain type. Et après, ce qui fait la richesse du live, et je trouve ça bien, c'est qu'à chaque fois, on essaye de faire des arrangements différents, une version différente. Et comme je disais avec Pascal Obispo, j'ai dû faire 12 tournées. On a dû faire des titres qui datent de 30 ans. Et bien sur chaque tournée, c'était une version différente. Et ce qui fait aussi cette richesse-là, et le fait de toujours s'investir, et pour nous, et pour les artistes, de se dire, bon, bah, j'ai fait un titre, au bout de 500 000 fois, si je peux le faire autrement. Donc, justement, et il faut toujours s'adapter donc à la construction du morceau et sur quelle version on va, et qui n'est des fois complètement différente de l'album, en fait. Alors, on a un exemple, hein, justement, parce que donc, tu as suivi donc Pascal Obispo pendant de très longues années. Il a un titre phare qui s'appelle Tomber pour elle, qui a été composé en 1995. On va écouter l'intro et le couplet de la version d'album. Et puis ensuite, on va vous faire écouter, Bruno a choisi pour vous, différents extraits au fil des tournées. Vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'est réarrangé systématiquement en fonction de plusieurs paramètres dont on va parler. Donc en régie, on peut envoyer le premier extrait, la version album Tombé pour elle. Tu es tombé du ciel, moi qui voyais le mal partout. Si l'amour est encore sur terre, rien n'efface les douleurs d'hier. Sans toi je n'aurais jamais pleuré autant de joie pour personne. Le canon qui... Donc Tombé pour elle, la version d'album. La version album, année 1995, bon, on est dans la variété, rien de plus de variété pop, avec une petite intro guitare acoustique, voix, voilà, un truc, on va dire, standard des années 95. Et donc après, on va écouter, donc 3 ans après, une version 98 de live, où là, alors à chaque fois, c'est toujours une discussion entre l'artiste, directeur musical, enfin directeur musical, non, et moi. Et en fait, il y a eu un travail de recherche sur la version d'après, où c'était l'époque où on mettait pas mal de boucles, de samples, de choses comme ça. Donc vous allez écouter une version déjà qui n'est... La version d'intro d'album fait 30 secondes. Là, on passe en live. Généralement, tout est rallongé, parce qu'on fait chanter les gens, il y a de la lib, il y a des machins, on fait des intros pour les effets de lumière. Donc là, c'est une version de 1 minute. Vous allez voir, il y a une intégration d'une boucle. Et le chanteur, je me souviens, dans cette version-là, voulait un gimmick de guitare, un truc qu'on se rappelle, voilà, et qui va revenir plusieurs fois dans les années ou qui va disparaître. Mais il avait cette demande-là, donc le guitariste a cherché et a trouvé un gimmick. Et donc on va écouter. Est-ce que vous êtes tombé pour elle? Tu es tombé du ciel, moi qui voyais le mal partout. Si l'amour est encore sur terre, rien n'efface les douleurs d'hier. Sans toi je n'aurais jamais pleuré autant de joie pour personne. Le canon qui... Là, vraiment, quand on compare la version album et qu'on passe à ça, vous avez vu que la construction, mis à part reconnaître les textes, la construction est complètement différente. Et je me souviens même, au début, je ne sais pas si vous avez entendu, une espèce de cri avec un petit délai. C'était un guitariste anglais, je me souviens, au départ, pour s'amuser dans les répétitions, il prenait sa guitare et criait sur l'intro. Et on a trouvé ça tellement génial
qu'on l'a gardé sur le live et qu'on l'a gardé tous les jours. Et donc, il s'amusait avec Ok. sa guitare à parler. Et moi, j'envoyais un délai dans le son de sa guitare. Donc, j'ai passé plusieurs tournées, parce qu'on a fait des tournées vraiment avec que du symphonique, qu'avec un big band. Et donc, c'est ce que je disais, c'est ce que j'aime chez cet artiste, c'est que chaque tournée est complètement différente, mais complètement, hein. Ça passe, même, il s'est mis à voler, à jouer du piano en l'air. Enfin, vraiment, chaque tournée est différente. Et c'est ce qui fait vraiment, moi, c'est ce qui m'a fait ma richesse de sonorité, de travailler avec plein de gens différents, avec des sonorités différentes. Et donc là, la version 2010, c'est bon, ça faisait un moment que ce morceau était connu et là, il a repris une version de base de 32 secondes d'intro, mais là, c'est fait qu'avec des cordes. Tu es tombé du ciel, moi qui voyais le mal partout. Si l'amour est ton corps sur terre, rien n'efface les douleurs d'hier. Sans toi je n'aurais jamais pleuré, autant de joie pour personne. Le canon qui... Le titre devient un classique en fait. J'ai vraiment cette impression-là. C'est-à-dire qu'on peut lui faire ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Oui, Ça parce passe que, quoi. parce que les gens connaissent les paroles, les mains. Et donc, c'est ce qui permet aussi de faire d'essayer plein de versions différentes. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup de versions qui marchent avec plein de titres, en fait, qu'on peut permettre d'aller bien loin avec juste la même chanson, en fait. Le son, c'est donc dans les grosses tournées, c'est un son, c'est un prolongement de la scénographie, des lumières et de la mise en scène. Alors comment ça s'intègre le son dans toute cette masse de mise en scène lumineuse, de projection. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a forcément une coordination. Alors, la coordination, justement, elle est basée sur le son, principalement, parce que dès votre début de tournée, si on sait qu'il y a une grosse machinerie qui va avoir de la vidéo, de la lumière, donc tout ça va être piloté en timecode, en MIDI, plein de choses différentes, et que, comme on a dit tout à l'heure, la seule base que vous avez, c'est l'album. Donc vous allez travailler, les gens de la lumière vont travailler sur l'album d'une version de 3 minutes, alors qu'on sait très bien qu'en live, souvent les versions sont plus longues ou différentes. Donc quand vous allez travailler en répétition, justement, le travail de l'ingénieur du son, c'est d'avancer et d'envoyer toutes les versions au fur et à mesure qui vont changer.